Au cœur des montagnes sauvages et déchiquetées du Tadjikistan, on construit quelque chose de massif, tellement énorme que ça pourrait briller depuis l'espace. Alors, on devrait l'appeler la nouvelle grande muraille de Chine. Si l'ancienne muraille s'étend sur des milliers de kilomètres, ce barrage concentre toutes les ressources en un seul bloc rocheux de plus de 335 mètres de haut. En ce moment même, des milliers d'ouvriers et des machines gigantesques construisent l'un des méga-projets les plus fous de la planète, le barrage de Rogun. Quelques questions s'imposent. Pourquoi? Pourquoi faire? Et pour combien? Et surtout, avec des tremblements de terre qui surviennent en permanence, est-ce que ça va vraiment tenir le coup? Ou c'est juste un fantasme à plusieurs milliards de dollars qui attend de s'effondrer? Pour avoir une vue d'ensemble, il faut comprendre le paysage sauvage du Tadjikistan. On n'est pas du tout sur des plaines agricoles. Environ 90% du pays est recouvert de montagnes imposantes et déchiquetées. C'est l'un des pays les plus montagneux au monde. Ces sommets sont couverts d'épais glaciers et de lourdes calottes de neige toute l'année. Mais ces magnifiques montagnes cachent une puissance rugissante, redoutable. Chaque printemps et chaque été, quand le soleil finit par pointer le bout de son nez, toute cette neige et cette glace commencent à fondre à un rythme effréné. L'eau dévale les pentes abruptes des montagnes, prenant une vitesse et une force incroyables pour devenir le puissant fleuve Vaksh. Ce sont des millions de litres d'eau glacée et boueuse se fracassant à travers des vallées étroites. Depuis des générations, ce volume massif d'eau incontrôlée représente un problème terrifiant pour les habitants. Sans rien pour la ralentir, la rivière déchaînée provoquait des inondations saisonnières dévastatrices. Et on ne parle pas de quelques flaques par-ci par-là. Les mauvaises années, ces murs d'eau et de boue anéantissaient des dizaines de villages en quelques heures. Des milliers de personnes étaient déplacées et les dégâts se chiffraient en dizaines de millions de dollars. C'était une force de la nature sauvage et indomptée qui avait désespérément besoin d'un énorme panneau stop ou d'être mise en laisse. Ça peut surprendre, mais le barrage de Rogun n'est pas une idée toute neuve. En fait, le rêve de construire un méga barrage à cet endroit précis existe depuis des décennies. La construction avait démarré il y a très longtemps, mais à cause d'une instabilité sévère et d'un manque soudain et massif de financement, l'énorme projet a dû être complètement abandonné. Il est resté là des années, rêve inachevé, prenant la poussière et les mauvaises herbes dans les montagnes. Au début des années 90, la situation est passée de mauvaise à catastrophique, et pas seulement à cause de la météo. À un moment donné, la région a été frappée par une pauvreté extrême, et la situation politique était très instable. Entre 1992 et 1997, un grand nombre de personnes ont fui le pays, craignant pour leur vie à cause de conflits locaux. Ce n'était pas que du chaos social et économique. Une inondation violente et inattendue a déferlé dans la vallée, détruisant les premiers chantiers de construction. L'eau déchaînée a pratiquement effacé des années de dur labeur en un clin d'œil. La plupart des gens auraient simplement plié bagages et abandonné sur le champ. Mais les habitants du Tadjikistan, obstinés et résilients, ont tout simplement refusé d'oublier le barrage de Rogun. Après des décennies de luttes économiques frustrantes, le pays a finalement réussi à reprendre les travaux de manière continue. Mais tout méga-projet projette une ombre immense, et ici c'est pareil. Ce n'était pas qu'une histoire de triomphe national. Pour remplir un réservoir aussi grand, des vallées entières ont dû être inondées, ce qui signifiait forcer jusqu'à 60 000 personnes à quitter leur foyer. Des experts s'inquiètent aussi des risques environnementaux pour l'approvisionnement en eau de la région. Mais les Tadjiks n'ont tout simplement pas voulu lâcher l'affaire. Le barrage s'élève, mais la facture pourrait être effrayante. Parlons chiffres maintenant, parce que la taille de ce truc est difficile à concevoir. Une fois terminé, le barrage de Rogun atteindra une hauteur record de près de 335 mètres. Vous avez besoin d'un repère plus parlant? Si on prenait la tour Eiffel et qu'on la plaçait à côté de ce barrage, le barrage la dépasserait encore. Une fois achevé, il revendiquera fièrement le titre de barrage le plus haut de la planète. Cette hauteur extrême est absolument nécessaire. La vallée spécifique où le barrage est construit est incroyablement profonde et étroite, en forme de gigantesque V. Pour créer un réservoir assez grand pour contenir en toute sécurité des milliards de mètres cubes d'eau, le barrage n'a tout simplement pas d'autre choix que de s'élever très haut dans le ciel. Pendant les mois chauds de l'été, il agira comme une baignoire géante, captant toute cette eau de fonte des glaciers et stoppant complètement les dangereuses crues saisonnières. Mais il y a une autre raison cruciale à cette hauteur vertigineuse. Au Tadjikistan, les hivers sont glacials.
Les rivières gèlent complètement et le pays a historiquement souffert de graves pénuries d'électricité. Pas vraiment la meilleure façon de passer l'hiver. En construisant le barrage aussi incroyablement haut, ils peuvent stocker un océan artificiel massif d'eau pendant l'été, puis le relâcher lentement tout l'hiver pour faire tourner les turbines en continu. Mais attendez, c'est pas si simple. Le barrage de Rogun se trouve dans l'une des zones sismiques les plus dangereuses de toute la planète. Ça veut dire que de puissants tremblements de terre sont une menace bien réelle et fréquente. Si les ingénieurs avaient simplement coulé un mur géant de béton rigide, un séisme pourrait facilement le fissurer. Imaginez prendre un biscuit sec et essayer de le plier. Il casse immédiatement. Alors, comment construire en toute sécurité le barrage le plus haut du monde en pleine zone sismique? On oublie le béton. Pour résoudre ce casse-tête, les ingénieurs ont opté pour ce qu'on appelle un barrage en remblai. Au lieu de béton rigide, ils construisent essentiellement une montagne artificielle avec des millions de tonnes de roches compactées, de gravier lourd et de terre. Le nombre de camions-bennes géants qui travaillent sur ce chantier jour et nuit est tout simplement énorme. Mais la vraie magie de l'ingénierie se passe en plein centre. Caché au cœur de cette montagne de roches, il y a un noyau spécial incroyablement épais, entièrement fait d'argile. Pourquoi de l'argile? Vous vous souvenez de la pâte à modeler? Elle peut changer de forme sans se casser. L'argile fonctionne exactement de la même façon. Parce que l'argile bien compactée est naturellement imperméable et très flexible, cette structure agit exactement comme un gigantesque amortisseur. Quand un tremblement de terre frappe et que le sol se met à trembler, le barrage ne se fissure pas. Les roches bougent légèrement, l'épais noyau d'argile se comprime et toute cette structure massive s'adapte simplement au mouvement violent du sol. Elle absorbe en douceur toute l'énergie sismique dangereuse sans jamais s'effondrer. On devrait simplement appeler ça un chef-d'œuvre d'ingénierie. Sérieusement, chapeau bas à ces gars-là. Et ça coûte cher. Achever cette bête monumentale de barrage devrait coûter bien plus de 6 milliards de dollars. Alors, avec une facture pareille, est-ce que ça vaut vraiment tout cet effort et tout cet argent? La réponse est oui. Quand il sera pleinement opérationnel, le barrage de Rogun sera une véritable centrale de puissance. Au cœur de la montagne rocheuse, les ouvriers installent méticuleusement 6 turbines massives. Quand l'eau stockée s'engouffrera à travers elles, elles produiront 3600 MW d'électricité. C'est assez d'énergie propre et renouvelable pour changer complètement le destin de toute une nation, parce que ce pays fait face à un contraste saisissant. Si certains quartiers de Douchambé, la capitale, sont impressionnants avec leurs grands immeubles modernes brillamment éclairés et leurs courants non-stop, la situation dans les villages reculés de montagne est très différente. Pour les habitants du Tadjikistan rural, ce méga barrage signifie la fin de ces coupures de courant hivernales exaspérantes, où les familles doivent encore compter sur des bougies et des couvertures épaisses juste pour survivre au froid glacial. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Le barrage produira tant d'énergie que le Tadjikistan ne pourra pas tout utiliser. Ils auront un surplus massif d'énergie propre, ce qui veut dire exporter de l'électricité et créer une toute nouvelle source de revenus nationaux. On peut parler d'un vrai tournant. Ça apportera sans effort de nouveaux emplois passionnants, de meilleures infrastructures et un coup de boost énorme pour l'avenir de tout le pays. Maintenant, vous savez que le barrage de Rogun est bien plus qu'un simple tas de cailloux qui bloque une rivière. D'ici la fin des travaux, les ouvriers auront déplacé plus de 75 millions de mètres cubes de terre et de pierre, de quoi remplir environ 30 grandes pyramides de Gizeh. Le projet est tellement massif qu'on peut réellement voir le chantier depuis l'espace. En août 2025, l'Italie a validé la construction du pont de Messine. Un projet colossal estimé à environ 15 milliards et demi de dollars. L'objectif est de relier l'Italie continentale à la Sicile. La traversée en ferry dure environ 20 minutes, mais en période de forte affluence, ce court trajet peut s'éterniser pendant des heures. Ainsi, pouvoir simplement traverser en voiture faciliterait grandement la vie des habitants. Nous détaillerons plus tard cet ambitieux projet, mais commençons par une question essentielle. Pourquoi ce pont n'a-t-il pas encore vu le jour? Parce que l'édifier implique de s'attaquer au détroit de Messine, probablement l'une des régions les plus difficiles pour un ouvrage de cette envergure. 5 raisons principales expliquent cette complexité. Premièrement, les séismes. Ce pont serait érigé directement au-dessus d'une faille majeure, dans l'une des zones les plus sismiquement actives d'Europe. Le détroit de Messine se situe dans une partie instable de la croûte terrestre, où la plaque africaine pousse vers la plaque eurasienne. Cette pression ne se déplace pas de façon uniforme,
Elle comprime le sol par endroits, les tire ailleurs, créant un enchevêtrement complexe de forces souterraines. Ces interactions extrêmes provoquent une activité sismique intense, capable de dévaster des villes entières. En 1908, un séisme d'ampleur frappa cette région et déclencha un tsunami, générant des vagues estimées à 13 mètres. Ces catastrophes ont presque anéanti Messine, Reggio de Calabre et des dizaines de villes côtières alentours. Tragiquement, plus de 100 000 personnes périrent. Le problème réside dans le fait que ce type de mouvement constant et dangereux du sol pourrait compromettre la sécurité du pont, tant durant sa construction qu'après son achèvement. Ensuite, la distance. À son point le plus proche, la Sicile n'est qu'à environ 3 km du continent. Pour deux villes ordinaires, ce serait insignifiant, mais pour un pont suspendu, c'est comparable à étirer un élastique à travers un stade, en espérant qu'il ne se rompe jamais. Cela exige une ingénierie de pointe. À titre de comparaison, le plus grand pont suspendu actuel est le pont de Çanakkale en Turquie, dont la portée entre les deux tours principales, la section suspendue au-dessus de l'eau, atteint environ 2 km. Pour le pont italien, la portée principale serait presque 2 fois plus longue, faisant du futur pont de Messine le plus long pont suspendu à une seule travée au monde. Vient ensuite le problème des courants. Le détroit de Messine connaît certains des courants de marée les plus puissants d'Europe. L'eau y circule rapidement, change de direction brusquement et peut même former des tourbillons. Le flux principal va généralement du sud vers le nord, mais un courant secondaire circule dans le sens inverse, alternant toutes les 6 heures. Cela rend toute construction dans l'eau ou à proximité particulièrement difficile. Le quatrième défi majeur qu'est le vent. Le détroit agit comme un entonnoir, concentrant des vents forts et turbulents. Pour un pont suspendu de très grande longueur, le vent n'est pas seulement gênant, il peut faire osciller dangereusement toute la structure. Le vent le plus violent enregistré en plus de 20 ans de surveillance atteignait environ 100 km/h. Ainsi, ce nouveau pont devrait résister à des vents encore plus puissants. Enfin, le dernier défi est environnemental. Cette étendue maritime constitue l'une des 3 principales autoroutes migratoires européennes pour des oiseaux tels que le faucon cobèze ou la bondrée apivore, dont la survie en dépend. Pour nombre d'entre eux, le voyage migratoire est déjà éprouvant. Ils franchissent 2 barrières naturelles considérables, la mer Méditerranée et le désert du Sahara. Aucun repos n'est possible sur l'eau et le désert est trop chaud et trop vaste pour que nombre d'espèces y survivent sans halte. L'Italie devient donc l'un de leurs derniers refuges sûrs pour atterrir, se nourrir et récupérer avant les segments les plus difficiles du parcours. Mais le bruit et l'éclairage peuvent les perturber. De plus, cette zone bénéficie de protections juridiques strictes pour la faune, entraînant souvent des obstacles légaux au projet. Ce pont ne fait pas exception, et les associations environnementales ont déjà exprimé des inquiétudes, estimant que le projet ne montre pas clairement comment il protégera la nature. Ainsi, il y a la distance, les séismes, les vents violents, les courants puissants et, par-dessus tout, les oiseaux pourraient ne pas du tout tolérer ce pont. Cela paraît énorme à gérer, n'est-ce pas ? Pourtant, les concepteurs et les autorités semblent persuadés que ce nouveau plan peut y répondre pleinement. Ce gigantesque pont devrait être achevé entre 2032 et 2033. Si tout se déroule comme prévu, il deviendrait le plus vaste projet d'infrastructure du monde occidental. Ses partisans estiment qu'il pourrait générer environ 120 000 emplois annuels et offrir un véritable élan au sud de l'Italie. D'un point de vue technique, le projet est véritablement fascinant. Il s'annonce colossal et deviendrait le plus grand pont suspendu au monde. Ses piliers s'élèveraient plus haut que les étages supérieurs de l'Empire State Building. Il est également conçu pour supporter un trafic important. 3 voies automobiles dans chaque sens, ainsi qu'une double voie ferrée en son centre. En théorie, il pourrait accueillir environ 6000 voitures par heure et 200 trains par jour. Malgré l'aval officiel donné au projet, de nombreux Siciliens restent sceptiques, et on ne saurait leur en vouloir. Ce pont a la réputation d'être un projet interminable, revenant sans cesse pour finalement s'interrompre à nouveau. Le rêve d'un pont de Messine remonte à très longtemps. En réalité, les premiers plans datent de l'époque romaine, lorsque l'on envisageait de relier les 2 rives au moyen d'une chaîne de bateaux reliés. Ce type de pont n'étant pas permanent, le projet fut rapidement abandonné.
La véritable aventure moderne n'aura débuté que dans les années 60, avec l'espoir que relier plus directement la Sicile au continent attirerait les investissements internationaux dont d'autres régions italiennes bénéficiaient depuis des années. Dès lors, toutes sortes d'idées ont été envisagées. Certaines étaient audacieuses, tubes sous-marins, supports flottants, voire un pont dont la section centrale pourrait pivoter. Mais aucune de ces options n'était vraiment réaliste. Depuis 1969, le projet du pont du détroit de Messine a ainsi été approuvé, puis annulé à de multiples reprises, sans trouver de conclusion durable. Vous vous demandez peut-être, pourquoi cela reste-t-il si difficile? Eh bien, la distance représente un défi considérable. Comme vous le savez, ce serait la première construction d'un pont suspendu d'une telle ampleur. D'un point de vue technique, cependant, c'est réalisable. S'ajoutent ensuite les obstacles naturels déjà évoqués, tremblements de terre, courants puissants, et ainsi de suite. Mais même ceux-ci ne constituent plus des barrières insurmontables. Durant l'ère romaine, un pont composé de tonneaux et de bateaux aurait été voué à l'échec. Aujourd'hui, la technologie nous permet de relever ce défi. Des pays comme le Japon et la Turquie ont déjà réalisé de grands ponts dans des zones fortement sismiques. Et même à l'autre bout du monde, aux États-Unis par exemple, le Golden Gate se situe près de la faille de San Andreas, exposé au risque d'un séisme majeur. Néanmoins, les ingénieurs l'ont renforcé avec des systèmes capables de supporter les tremblements de terre les plus violents que l'on puisse raisonnablement prévoir. Ainsi, les véritables obstacles actuels relèvent davantage de facteurs humains. Un coût exorbitant, un financement complexe et les craintes d'une gestion inadéquate du projet. D'accord, mais puisque le projet a récemment été approuvé, peut-on enfin lancer la construction? Cette approbation constitue une étape cruciale, certes, mais elle n'autorise pas à couler immédiatement le béton dans le détroit. Le projet est à nouveau suspendu. La Cour des comptes italienne ayant demandé davantage de temps pour examiner l'ensemble des documents relatifs à une entreprise de cette envergure. Cependant, les autorités assurent pouvoir résoudre ces problèmes et répondre aux interrogations de la Cour. L'idée demeure donc d'actualité. Elle progresse simplement très lentement. Et peut-être qu'un jour, le pont de Messine passera enfin du papier à la réalité. De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine. Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace. D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie, alors que le continent européen par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique, la Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles. Voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour. 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi. C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère, et a eu cette idée brillante mais par trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut.
Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur. L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets. Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante, et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce. La communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites, une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine. Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise. Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence, et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher. En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises, ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état, le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs,
De nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons. Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille. Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné, les participants courent le long de la muraille, y compris sur toutes ses marches. Il y a 3 distances, de sorte que les participants peuvent courir un marathon complet de 42 km, un semi-marathon de 21 ou un simple footing de 8 km.